Et je vais vous révéler quelque chose que beaucoup de gens aux États-Unis ont vraiment du mal à comprendre. C'est que les conseils qu'ils voient à la télévision, donnés par des amiraux et des généraux à la retraite, ne sont pas seulement faux. Ils sont atrocement faux. Ces types disent des choses qui servent leurs intérêts financiers ou qui font plaisir à quelqu'un. Je ne sais pas quelles sont leurs motivations. Je peux seulement les deviner. Mais ce que je n'ai pas besoin de deviner, c'est que vous, le peuple américain, êtes trompé. Je vais vous montrer ce qui a déclenché tout ça. Quelque chose que j'ai vu hier de la part d'un autre général à la retraite, le général Wes Clark. Voici le général Clark qui donne ses précieux conseils. Nous décidons de nous retirer et d'obtenir, comme l'a dit John Mearsheimer, un protocole d'accord pire que celui que nous avions auparavant. Si nous laissons l'Iran contrôler le détroit d'Ormuz, c'est un coup porté à notre leadership mondial, à notre capacité de dissuasion, à notre capacité de diriger en Asie, à la sécurité de l'Europe. Il y a donc énormément de conséquences en ce moment. De quoi est-ce que vous parlez? Que si nous ne nous accrochons pas au détroit d'Ormuz, ça va nous affaiblir en Asie, ça va nous affaiblir en Europe, et que notre leadership mondial va être. Petite information pour vous, mon général. Nous avons déjà saboté notre leadership mondial et notre réputation. La seule raison pour laquelle ils ont le détroit d'Ormuz, c'est parce que nous le leur avons mis entre les mains. Si nous n'avions pas choisi cette guerre, moi, le colonel Doug McGregor, Matthew O, et tout un tas d'autres personnes, avant même le début de la guerre, nous vous avons dit qu'elle ne réussirait pas. Nous vous avons expliqué pourquoi elle ne réussirait pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin d'être un brillant stratège, théoricien ou homme d'expérience pour regarder les faits et dire que les outils dont nous disposons sont inefficaces et insuffisants pour atteindre un objectif politique sur ce terrain, face à cet ennemi, à ce moment-là. Ce n'était pas difficile. Il suffisait d'être honnête à ce sujet. Donc, je comprends. Le président Trump vous laisse là. Il a subi des pressions d'Israël, peu importe. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais le fait est que c'est quelque chose qu'il voulait pour ses propres raisons. Et il se tourne vers l'armée. Et l'armée soit ne lui a pas donné des informations honnêtes, même si certains l'ont certainement fait. Nous en avons aussi parlé dans l'émission. Donc, ce n'est pas comme si tous les généraux étaient mauvais. Il y en a qui sont réellement capables de dire la vérité. Nous avons insisté là-dessus, au moins en coulisses. Mais en coulisses, on sait avec certitude que des gens comme Jack Keane, le général Kellogg, le général Petraeus, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, tous ces types-là plaidaient en faveur de ça. Ils disaient, souvenez-vous de Jack Keane, ils n'ont jamais été aussi faibles depuis 47 ans. C'était le mantra. Alors le président Trump les écoute. Le public les écoute aussi et se dit, bon, eh bien, oublions la question morale. Ils disent, s'ils sont à ce point faibles, renversons-les. Allons-y. Nous vous avons dit que la réalité était exposée de façon flagrante sous vos yeux. Ce n'allait pas être aussi facile. Ils n'étaient pas si faibles et les chances de réussite étaient incroyablement faibles. Et poursuivons avec ce que dit Clark ici, parce que c'est important. Il dit que notre succès en Asie et en Europe dépend de ce qui se passe ici. Non, ce n'est pas le cas. Il dépend avant tout de ce qui se passe en Europe, en Asie et de ce qui se passe en Europe. Donc pour l'Asie, ce qui compte, c'est l'équilibre des puissances en Asie. Et vous avez la Chine. Cela fait des décennies que je le dis, et certainement ces dernières années, nous ne devrions jamais combattre la Chine à propos de Taïwan, parce que nous perdrions catégoriquement, sans aucune ambiguïté. Cela s'est maintenant accéléré, puisque nous constatons que nous ne pouvons même pas mettre à genoux le tout petit Iran, compte tenu de la géographie et de l'endroit où nous avons déployé toute cette puissance de combat.
Nous avons maintenant été mis à nu, pour reprendre l'idée du général Clark, mais pas tout à fait de la manière dont il l'envisageait. Notre leadership a été sapé, non pas à cause du détroit d'Ormuz, mais parce que nous avons essayé d'atteindre l'inatteignable. Et nous n'en avions même pas conscience. Et nous avons dit non, on va quand même l'imposer. Et maintenant, tout le monde peut le voir. Et je parle surtout de nos adversaires. Vous voyez, ils ne sont pas dupes de ces absurdités qu'on raconte à la télévision. Ils s'en fichent complètement. En fait, ils se moquent de nous. Mais eux, ils voient la réalité. Et ils se disent, l'Amérique est bien plus faible militairement que nous ne le pensions. Et si nous ne sommes même pas capables de faire plier l'Iran, alors que nous avons sur lui tous les avantages du monde, du moins sur le papier, que pense-t-on qu'il se passerait si nous entrions en guerre avec la Chine, pour quelque raison que ce soit? Taïwan, la mer de Chine méridionale, peu importe. Nous nous ferions écraser en combattant à une telle distance, avec une base industrielle de défense insuffisante. Avec un nombre insuffisant de défense assurance-evening, et de missiles d'arc-aérien. Ils en ont des milliers et des milliers de plus au sein d'une base industrielle qui fait paraître cela minuscule en comparaison. Nous nous ferions écraser. C'est cela qui compte pour l'équilibre des forces. Pas ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, qui n'aurait jamais échappé à notre contrôle, ni à celui de quiconque si nous n'avions pas perdu cette guerre. Et c'est la même chose du côté de la Russie. Ils voient à quel point nous sommes faibles. Ils voient nos capacités de défense aérienne, ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et ils voient que leur arsenal de missiles augmente à une vitesse fulgurante, en permanence. Ils savent que, s'il y avait une guerre, ce serait principalement une guerre de missiles et de drones, parce qu'ils ne vont pas faire traverser l'Europe à des armées. En revanche, ils pourraient très bien faire voler à travers l'Europe des flottes de drones et de missiles. Et si nos défenses aériennes sont mises hors service, ils pourraient aussi commencer à faire entrer certains de leurs avions et se rapprocher de plus en plus de nos cibles. Tout ça, ils le voient à cause de la stupidité dont nous avons fait preuve ici. Et le général Clark a cette vision myope selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, contrôler le détroit d'Ormuz, alors que nous ne pouvons pas le reprendre à l'Iran, serait possible. C'est une mission militaire qui dépasse nos capacités. Peu importe le nombre de missiles supplémentaires que nous tirons, peu importe si nous devenons encore plus stupides et envoyons des troupes au sol, comme le général Kellogg veut le faire. Rien de tout cela ne changera quoi que ce soit. C'est la réalité, et ce n'est pas si difficile à voir. Mais ce n'est pas le seul. Il y en avait un autre hier. Et, en parlant du général Jack Keane, voici ce qu'il avait à dire. Quiconque pense que les négociations vont permettre d'avancer doit regarder la réalité en face. L'Iran ne conclura pas avec nous un accord qui nous satisferait. Nous devons réévaluer notre position. L'escalade contre l'Iran, c'est ce que nous faisons jour après jour en réponse à leurs attaques. Il est évident que nous devons reprendre des opérations de combat majeures. Est-il évident de savoir ce que nous devons faire? Alors réfléchissons-y. C'est pour cela que je le souligne. Vous avez vu ce qu'il a dit. Vous avez vu ce qu'il est en train de dire là. La seule réponse, c'est de revenir à des opérations de combat à grande échelle. Gardons simplement à l'esprit cette seule année. Vous voyez, nous avons essayé, général, pendant 40 jours. Ensuite, nous avons tenté 2 mois de blocus. Aucune de ces 2 options n'a fonctionné. Alors, nous avons essayé 13 jours d'une autre opération de missiles, quelque peu limitée. Pas aussi importante que les 40 jours, mais une autre opération. Cela n'a rien fait, sauf causer davantage de tort à nos alliés dans la région et à nos propres troupes. Davantage de personnes ont été tuées, davantage ont été blessées, et davantage de nos bases ont été détruites.
Vous voulez maintenant revenir à une offensive totale? Vous voulez essayer de faire ce que la première n'a pas réussi à faire à cause des montagnes de granit, etc.? Ça ne marchera tout simplement pas, catégoriquement. Et pourtant, il dit que la réalité ne laisse qu'une seule option ici. Et souvenez-vous, c'est ce type-là. Jetons juste un coup d'œil très rapide à certaines choses que Keane vous raconte depuis un certain temps. Voilà ce qu'il a réellement dit. On remonte maintenant à 2022 et on va regarder la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous allons vous montrer qu'il a constamment eu tort et pourquoi vous ne devriez plus jamais l'écouter. Voilà ce qu'il disait au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous connaissons l'histoire du peuple russe. Il s'est battu et il a défendu son pays. Mais les gens fuient cette guerre parce qu'ils ne s'y sentent pas directement concernés. Pour eux, il y a 7 mois, cela se passait loin de chez eux, là où ils vivaient, et ils n'étaient pas impliqués. Et maintenant, Poutine les y a impliqués. Je pense donc qu'il est probable que cela se retourne contre lui. Et même s'il parvient à rassembler des centaines de milliers de soldats, voici ce qui va arriver. Des gens physiquement inaptes, des gens médicalement inaptes, et évidemment des gens qui ne sont pas prêts, psychologiquement et émotionnellement, à se battre. Et qu'est-ce qu'ils vont rejoindre? Ils vont rejoindre une unité sur le champ de bataille, mal commandée, mal entraînée, et qui n'a pas réussi à mener les opérations qu'elle poursuit. Donc oui, Poutine a un problème. Il est en train de perdre la guerre. Cela ne veut pas dire qu'il la perdra forcément au final, mais il est clairement en train de s'acheminer vers cela. Il est donc en train de perdre la guerre. C'était en 2022. Et c'était avant, je crois, avant la chute de Mariupol, avant la chute de Bakhmut, avant la chute d'Avdiivka, avant la chute de Kostiantynivka, etc. Complétez la liste. La Russie n'a pas... Cela fait longtemps, cela fait 4 ans et demi, et ils n'ont pas conquis. Mais depuis 2023, depuis la fin de 2023, c'est une avancée russe ininterrompue, sans arrêt, parfois plus rapide, parfois plus lente, mais toujours méthodique, toujours implacable. Et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Et vous voulez parler de... Écoutez sa justification là. Les Russes sont mal commandés. Ils sont psychologiquement inaptes. Ils ne sont pas en bonne condition physique. Ils sont mal commandés. Tout ce genre de choses. Est-ce qu'on en voit des preuves? Les Russes ont commis des erreurs durant cette première année. Ils les ont reconnues. Et ensuite, comme ils le font toujours au cours de leur histoire, ils commencent presque toujours mal. Et si vous regardez les 200 ou 300 dernières années, ce scénario s'est reproduit à de nombreuses reprises. Et clairement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous, ils ont presque été détruits en tant que nation pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de finalement se ressaisir et de commencer à renverser la situation face aux nazis. Puis ils ont fait la même chose ici, presque à une échelle réduite. Mais ensuite, ils ont renversé la situation. Depuis, ils sont à l'offensive. Et ils ne sont certainement pas mal dirigés. Vous voulez regarder l'autre côté du bilan. Qui est-ce? Est-ce la Russie ou l'Ukraine qui enlève des hommes dans les rues depuis des années, au point qu'il y a des émeutes dans les rues? Il y a des gens qui tuent littéralement ceux qui essayent de procéder à ces mobilisations forcées. Est-ce la Russie ou l'Ukraine? Je pose juste la question. Vous connaissez la réponse, mais soit il n'est pas au courant, soit il choisit de ne pas l'être, parce que comme vous l'avez vu sur son petit revers, il avait un drapeau ukrainien à côté d'un drapeau américain. On voit bien où vont ces alliances. Regardez son revers. Vous pouvez comprendre que c'est une alliance tordue et diluée. On ne sait pas vraiment de quel côté il est, parce qu'il les a tous les deux affichés là-dessus. C'est aussi le même type qui, en 2023, a été interviewé dans le Washington Post par Mark Thiessen.
évidemment le plus grand va-t-en-guerre de tous ceux qui ne portent pas l'uniforme. Et ils lui ont demandé à quoi ressemblerait une victoire en Ukraine. C'était en mars 2023, comme vous pouvez voir la date ici. Donc 2 ou 3 mois avant que les Ukrainiens lancent leur offensive d'été, leur très très grande offensive de 2023. Moi, je crois que c'était en mai, donc quelques mois après ça, j'ai écrit un article dans la publication 1945 pour dire que ce serait un désastre. En fait, j'en avais écrit quelques-uns dans les mois précédents. Je crois que l'un d'eux était en mars. J'ai dit que ça ne marcherait jamais et j'ai exposé toutes les raisons. Le général Keane, en revanche, le général Jack Keane, voici ce qu'il a dit à Mark Thiessen. Tout cela est une citation sur le côté gauche. Nous estimons que si les Ukrainiens sont en mesure de poursuivre cette offensive et que nous leur fournissons les armes appropriées, alors que bien sûr, à ce moment-là, on leur avait donné tout ce qu'on avait. Les seules choses qu'ils n'avaient pas, c'était les F-16, les missiles HIMARS à longue portée et les attaques MS. Ils avaient tout le reste. Et comme vous allez le voir, un autre général, dans un instant, le général Petraeus, a dit à la même période qu'ils étaient prêts à y aller. Mais enfin, continuons. Il dit, s'ils reçoivent tout cela. Et bien sûr, à ce moment-là, ils avaient soit ce qu'ils avaient. Donc, en mars, on ne peut pas dire, eh bien, il y aura autre chose en préparation. Parce qu'on savait déjà ce qui était en préparation. Donc, quand il dit cela, il sait qu'ils ont ce qu'ils ont. Et pourtant, en le sachant, il dit que si le camp ukrainien peut percer et traverser l'oblast de Zaporizhia, descendre selon un axe menant à Melitopol et atteindre la côte sud-est. Mais, plus important encore, s'ils peuvent couper la route d'approvisionnement est-ouest, le fameux « couper le pont terrestre » dont vous avez entendu parler. C'est le pont terrestre vers la Crimée. Ils pourront alors avancer des missiles et des roquettes à longue portée pour commencer à pilonner les bases russes en Crimée, les bases militaires et les dépôts qui apportent un soutien important aux Russes. Et ensuite, à terme, ils peuvent aussi utiliser la manœuvre terrestre et les armes combinées pour pouvoir avancer vers la Crimée. Donc, en mars 2023, avant le lancement de cette offensive, il disait, oui, ils peuvent couper le pont terrestre. Ils peuvent descendre jusqu'en Crimée. Et ensuite, ils pourront faire avancer d'autres moyens. Ils peuvent prendre Melitopol. Il s'est même approché de Melitopol. Et moi, à l'époque, j'ai dit, ils n'y arriveront pas. Ce sera presque certainement un désastre. Et ça s'est passé exactement comme ça. Et c'était pas seulement moi qui le disais. Je vous ai expliqué pourquoi à l'avance. Je savais ce qu'ils avaient, je connaissais leurs capacités, et je connaissais les capacités russes. Je connaissais le terrain. Je savais à quel point ce serait difficile. Le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal avaient tous publié des photos détaillées, des images satellites des lignes de défense russes. Je savais ce qu'ils avaient fait. Je savais de quoi ils disposaient. Au début des années 2000, j'avais été le numéro 2 d'un escadron de cavalerie blindée en Europe, au sein de la première division blindée. Et avant ça, j'avais servi dans le 2e régiment de cavalerie blindée, dans les années 80 et 90. Donc je savais, j'avais beaucoup manœuvré sur des terrains de type européen. Je l'avais fait face à des défenses de type soviétique et face à des offensives de type soviétique. Je savais ce qu'il pouvait faire. Ce type était censé être le général responsable de tout ça. Comment pouvait-il ne pas savoir ce que moi, je savais? Il faut donc, encore une fois, se poser la question. Est-ce qu'il mentait? Est-ce qu'il se trompe lui-même? Je ne sais pas. Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, et vous en avez la preuve sous les yeux, ici même, c'est qu'il aurait dû savoir, que n'importe qui aurait dû savoir, ce qui allait se passer dans cette offensive. Mais lui ne l'a pas su.
Je ne cherche pas simplement à m'en prendre à Jack Keane. Et regardez, bien sûr, il n'a pas changé. Voilà ce qu'il disait le mois dernier. Là encore, il revient sans cesse au même thème. Le cours de la guerre s'est retourné contre Poutine. Il n'y a aucune preuve de cela. En revanche, il y a des signes que les Russes renforcent leurs forces et se préparent à quelque chose de plus important. Mais même en faisant cela, ils continuent de mettre la pression sur le camp ukrainien. Et l'Ukraine continue de perdre des hommes chaque mois. Des hommes qu'elle n'a pas. Donc elle s'affaiblit de jour en jour. Pendant ce temps, les Russes continuent de recruter. Pas de mobiliser, mais de recruter environ 30 000 soldats par mois. Ils suivent toujours cette même tendance aujourd'hui. Ce qu'ils perdent réellement, je ne le sais pas. Je ne connais pas la vérité à ce sujet. Mais je sais qu'ils continuent de croître, même si c'est peut-être pas dans ces proportions-là. Ils sont environ 1,5 million aujourd'hui, contre 900 000 au début de la guerre. Donc, quelle que soit leur perte, ils ont réussi à recruter suffisamment de personnes pour rendre l'armée ou les forces actives 50% plus importantes qu'elles ne l'étaient. Qu'est-ce que ça vous dit sur leur capacité? Il ne faudrait jamais dire que le cours de la guerre a basculé. Est-ce que la Russie a perdu des millions d'hommes? Je parle de nombreux millions d'hommes, au point de ne plus les avoir aujourd'hui. Est-ce que le camp ukrainien a gagné des millions d'hommes venus d'on ne sait où? Est-ce que la capacité industrielle a disparu en Russie? Est-ce qu'elle est apparue comme par magie de notre côté? Les stocks de drones, de missiles à longue portée, de bombes planantes, tout ça, la puissance aérienne dont disposent les Russes, est-ce que tout cela a disparu? Et est-ce que c'est apparu comme par magie du côté ukrainien? Non, rien de tout ça. Par conséquent, dans une guerre d'usure, on ne peut pas dire que ce camp a renversé la situation parce qu'il peut frapper quelques systèmes de livraison de type Amazon en Russie et toucher quelques raffineries rurales. Car de l'autre côté, il se fait écraser dans ces mêmes catégories et dans beaucoup d'autres. Et pourtant, il ne s'est pas effondré pour autant. Alors pourquoi pensez-vous que quelques piqûres d'épingle de l'autre côté, qui donnent de bonnes vidéos, vont avoir un effet? Ici, ça n'en aura pas. C'est évident que ça n'en aura pas. Laissez-moi vous montrer ce qu'a dit un autre type, au même moment. Au moment même où il faisait ici ses commentaires, en 2023, avec Mark Thiessen, l'autre grand général, que d'une manière ou d'une autre, tout le monde semble toujours écouter. David Petraeus a dit ceci. Je pense que nous verrons, pour la première fois dans cette guerre, d'un côté comme de l'autre, de véritables effets de combat interarmes. Autrement dit, des chars protégés par l'infanterie contre les missiles anti-chars guidés. L'artillerie et les mortiers maintiendront l'ennemi à couvert. Les unités du génie réduiront les obstacles et ouvriront des brèches dans les fortifications établies par les Russes. La défense aérienne empêchera les Russes de s'en prendre aux Ukrainiens. La guerre électronique brouillera les capacités de commandement et de contrôle russes, déjà insuffisantes. Le tout sera orchestré par un commandement et un contrôle ukrainien de très grande qualité, avec aussi l'emploi de drones au-dessus des Russes pour les frapper en profondeur grâce aux munitions de précision fournies par les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays. Et cela va briser les lignes de front. Et il faut noter que du côté russe, c'est une force qui a été durement éprouvée. Beaucoup de ces unités sont engagées dans des combats continus depuis largement plus d'1 an. Ils ne retirent pas les unités du front pour les reconstituer. Autrement dit, pour remplacer les pertes humaines et matérielles, puis les réentraîner. Ils se contentent d'ajouter des hommes sur les lignes de front. Ce n'est pas ainsi qu'on constitue une force soudée et cohérente, une organisation bien disciplinée. Et je pense que c'est pour cela qu'ils vont se fissurer, s'effriter et peut-être même s'effondrer.
Vous voyez, le général Petraeus a fait quasiment la même chose que Jack Keane. Diaboliser et minimiser le camp russe en disant qu'ils ne valent rien, et mettre en avant le camp ukrainien en disant à quel point il est formidable. Et je vous ai montré cet extrait. Il est un peu plus long que la plupart de ceux qu'on utilise, parce que je voulais que vous voyiez le niveau de détail qu'il mettait dans ce commentaire. Je veux dire, il est entré dans tous ces aspects. L'opération interarmes, le renseignement, l'artillerie, le soutien du génie, le fait de comprendre qu'il y avait des mines devant eux, et toutes ces choses-là. Et d'une manière ou d'une autre, il disait qu'ils allaient passer à travers Persée et que les Russes allaient s'effondrer et s'écrouler. Et moi, à ce moment-là, avant que ça n'arrive, je disais non, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que je suis brillant, encore une fois, mais parce que je suis honnête. Parce que j'examine les faits réels et parce que j'ai une certaine expérience de ce qu'il faut pour franchir des champs de mines. Je comprends ce qu'il faut pour faire passer des blindés à travers des zones découvertes comme celle-là. Et même si je n'avais pas le problème des drones à l'époque où j'y suis passé, j'étais confronté à la menace des missiles et des tirs à longue portée. Donc j'avais une certaine connaissance de tout ça. Et bien sûr, j'ai enrichi cette expérience depuis. Mais vous voyez l'idée, à l'époque, il y avait suffisamment d'informations pour savoir que c'était complètement absurde. Et bien sûr, comme pour Jack Keane, en remontant encore plus loin, et plus encore avec le général Petraeus, l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à me faire connaître, en quelque sorte, en 2012, c'est que j'avais été indigné par ce qu'il avait dit en 2011 à propos de l'Afghanistan. Vous vous en souvenez peut-être. C'est à ce moment-là, en mars 2011, qu'il s'est présenté devant le Congrès américain et a témoigné que les choses allaient mieux en Afghanistan. Elles allaient mal. Vous vous souvenez du grand renfort de troupes d'Obama, celui dont tout le monde parlait? Les talibans avaient été stoppés. Leur élan avait été stoppé, disait-il. Selon l'article, Petraeus a déclaré que ses succès étaient également importants alors qu'il se préparait à présenter au président Obama des options et des recommandations pour commencer le retrait des renforts américains en juillet. Donc, on est en mars 2011 et il dit au président Obama qu'il peut commencer à se préparer à réduire ses forces seulement quelques mois plus tard. En outre, Petraeus a déclaré que les progrès accomplis nous ont mis sur la bonne voie pour atteindre l'objectif fixé lors du sommet de Lisbonne en novembre dernier. Voir les forces afghanes prendre la tête dans tout le pays d'ici la fin de 2014, date à laquelle, selon le président Obama, il devait partir. Or, Jonathan Alter a publié un livre qui retrace toute l'histoire de la décision du président Obama. Vous vous souvenez peut-être qu'en septembre 2009, je crois, le général Sam McChrystal a vu fuiter un rapport. Par la suite, nous avons pour la plupart reconnu qu'il l'avait fait fuiter délibérément. Ils affirmaient que nous allions perdre la guerre si nous n'envoyions pas 40 000 soldats supplémentaires. C'était la formulation initiale. Puis l'information est arrivée dans la presse et tout le monde a dit « Mon Dieu, Obama, vous ne pouvez pas la perdre. Vous avez dit que c'était la bonne guerre. » Et donc, il a entamé des mois de réflexion et d'analyse pour décider s'il allait renforcer encore les effectifs ou s'il allait faire autre chose. Rappelez-vous, il avait déjà envoyé un important renfort de troupes dès son arrivée. Je crois que c'était 20 000, peu après son investiture, en janvier 2009. Alors il se demandait, est-ce qu'on doit en envoyer encore davantage? Est-ce que ce sera nécessaire? À l'époque, j'ai rédigé un long document. Vous pouvez sans doute encore le trouver sur Google. Il s'appelait « Voir grand ou aller en profondeur ». J'y avais déjà examiné toutes les situations qui existaient. Et j'ai dit, si vous voyez grand, ce que préconisait le général McChrystal, ça ne marchera probablement pas. Et voilà ce qui risque fort de se produire.
Et la plupart de ces choses se sont produites. On n'a pas fait le choix d'aller plus en profondeur, ce qui, comme je l'ai dit, consistait à réduire nos troupes, pas à les augmenter, à les réduire et à passer à une autre tactique qui aurait fini par nous faire quitter le pays. On sait ce qu'Obama a choisi, bien sûr. Il a choisi ça. Et dans ce livre de Jonathan Alter, c'est vraiment intéressant parce qu'on le voit passer en revue tout ça et parler avec tous ces différents généraux, tous ces dirigeants, Bob Gates, qui était secrétaire à la défense à l'époque. Et on voit que le président Obama, qui n'était clairement pas conseiller militaire et qui n'avait clairement jamais été dans l'armée, n'avait donc pas de connaissance personnelle du sujet. Il s'en remettait aux experts. Ce n'est pas vraiment un reproche. On n'a pas besoin d'être conseiller militaire. Il faut simplement avoir de bons instincts et de bons conseillers. Il faut s'assurer que les personnes qu'on met dans son équipe donnent des conseils solides et fiables pour pouvoir ensuite écouter ce qu'elles disent et prendre une décision judicieuse. Mais le type que je viens de vous montrer, qui s'est lamentablement trompé sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui s'est lamentablement trompé en Afghanistan. J'ai aussi écrit là-dessus, en 2010, dans l'Armed Forces Journal, sur ce que Petraeus avait réellement accompli en Irak. Parce qu'il est devenu célèbre, soi-disant, parce qu'il avait gagné la guerre en Irak. Mais comme je l'ai soutenu et écrit en détail, il a trouvé quelque chose que quelqu'un d'autre avait commencé et il l'a soutenu. C'est pour ça qu'il a reçu les honneurs, mais ce n'était pas son idée. Plus tard, il s'est mis dans la tête que c'était son idée, que c'était ça qui avait fait basculer la situation. Et ensuite, il n'avait plus qu'à reprendre cette même grande idée qu'il aurait soi-disant utilisée avec succès en Irak pour l'appliquer en Afghanistan. Et maintenant, il dit ça au président Obama. Vous pouvez voir tout cela en détail dans le livre. Alors, Obama l'écoute. Je veux dire, pour autant qu'Obama le sache, il a gagné en Irak. Donc il doit savoir de quoi il parle. Mais ce n'était pas le cas. Il ne savait pas de quoi il parlait. Il s'attribuait le mérite de quelque chose qu'il n'avait pas accompli, et il ne rendait pas hommage à la véritable source de tout cela, les fils de l'Irak. C'était un cheikh irakien bien précis qui avait lui-même décidé de se retourner contre Al-Qaïda. C'était un sunnite, et il a demandé aux Américains « Est-ce que vous allez travailler avec moi contre Al-Qaïda, notre ennemi commun ?» Pourtant, à l'époque, il y avait une insurrection sunnite, et Petraeus l'a compris. Il a dit « exploitons ça !» parce que ça fonctionnait déjà au sein de la première brigade de la première division blindée dans une zone donnée. Petraeus a sauté sur l'occasion. Mais au lieu de reconnaître qu'il y avait un ensemble de circonstances très spécifiques initiées par quelqu'un d'autre sur le terrain et dont lui n'avait fait que tirer profit, il a fait comme si c'était son idée. Et le public a adoré ça et lui en a attribué tout le mérite. Mais ce n'était jamais le sien. Et donc maintenant, vous avez le président des États-Unis qui écoute ce général et ils écoutent Petraeus depuis tout ce temps. Je ne comprendrai jamais pourquoi. À l'époque déjà, tout ce qu'il disait sur l'Afghanistan a été révélé comme étant atrocement faux en août 2021, quand tout s'est effondré. Et au lieu de reconnaître « Waouh, vous aviez complètement tort. Tout ce que vous disiez était faux. Vous aviez tort en 2011. Vous aviez tort en 2012. » Quand je l'ai révélé publiquement pour la première fois, en février 2012, j'ai montré qu'il mentait. Parce que j'étais sur le terrain, je savais que c'était un mensonge, et je lui ai expliqué pourquoi c'en était un. Les gens l'écoutent encore, même après que ce que j'avais dit a été confirmé, en août 2021, avec l'effondrement de nos forces, l'effondrement des forces afghanes qui disaient en voie de réussir, et tout le reste. Et même aujourd'hui, les gens l'invitent encore sur les grandes chaînes d'information. Apparemment, les présidents écoutent encore ce type.
Je ne comprendrai jamais pourquoi. Et écoutez, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est ce que j'ai écrit la première fois en août 2013. J'ai écrit cet article dans l'Armed Forces Journal. Je crois qu'il est toujours disponible. Vous pouvez le retrouver, vous pouvez le chercher sur Google. J'avais écrit « Purger les généraux ». Et dans cet article, j'écrivais « Les généraux de l'armée américaine, en tant que groupe, ont perdu la capacité de fonctionner efficacement au plus haut niveau exigé de ceux à qui nous confions la responsabilité de protéger notre nation. » Au cours des 20 dernières années, donc en 2013, je vous le disais déjà, au cours des 20 années précédentes, nos hauts responsables ont accumulé un bilan d'échecs dans de grandes activités d'organisation, d'acquisition et de stratégie. Ces échecs se sont accompagnés des signes caractéristiques d'une organisation incapable ou refusant de se corriger. Une résistance agressive au signalement des problèmes, la suppression de résultats de tests ayant échoué, des déclarations publiques de succès alors que rien ne les justifiait et l'absence de responsabilité. C'était vrai il y a 13 ans, et je parlais alors des 20 années qui avaient précédé. Et nous en sommes toujours là, aujourd'hui. Ils vous disent tous qu'il faut frapper fort dans le détroit d'Ormuz, qu'il faut frapper fort contre l'Iran. Et moi, je vous explique pourquoi c'est une mauvaise idée. Ils disent que les Russes perdent, donc il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Ils ne perdent pas. Soutenir l'Ukraine ne fera qu'augmenter le coût de cette défaite. Ça ne changera pas l'issue. C'est inscrit dans la logique même du conflit. C'est ça, une guerre d'usure. Les fondamentaux sont là. Toute personne prête à les regarder lucidement, sans passer par le prisme du « nous sommes formidables et tous les autres sont nuls, donc nous devons gagner » parce qu'il y a écrit USA sur notre t-shirt. On porte un drapeau. Je veux dire, nous sommes Américains. Donc évidemment, quoi que nous fassions, nous réussirons parce que je le veux. Ça paraît tellement stupide quand je le dis comme ça. Mais c'est exactement ce que ces gens disent, le plus sérieusement du monde. Il faut arrêter de les écouter. Parce qu'un de ces jours, la défaite en Afghanistan a été un échec stratégique. La création de Daesh est en fait venue de notre refus, pendant la guerre en Irak, de faire ce qui avait le moindre sens. D'abord, ne pas déclencher cette guerre, évidemment fondée sur des accusations frauduleuses. Mais ensuite, notre réaction, celle que voulaient tous les généraux, a contribué à créer les conditions qui ont fait émerger Daesh. Puis le président Obama a pris une mauvaise décision. Là encore, il a probablement écouté beaucoup de ses généraux à l'époque et a renvoyé nos forces américaines en Irak. Et il en reste encore aujourd'hui. Nous ne les avons toujours pas toutes retirées. Voilà à quel point ces conseils sont mauvais. Mais ces choses-là, même si elles étaient embarrassantes, n'ont pas vraiment coûté si cher au monde, ni à l'Amérique, parce qu'il n'y avait pas de pétrole en jeu. Il n'y a pas eu de problème en cascade. C'était embarrassant, c'était humiliant. Mais à part ça, ça n'a même pas affecté le peuple américain. Cette guerre en Iran et celle entre la Russie et l'Ukraine ont le potentiel d'exploser dans le monde entier. Si nous continuons à aider l'Ukraine à avancer davantage en Russie, cette guerre pourrait s'étendre. Et alors, que nous le voulions ou non, nous pourrions nous retrouver dans une guerre mondiale. Celle-ci, au Moyen-Orient, si elle ne se transformait pas d'elle-même en guerre mondiale. Si nous continuons à écouter ces types, et qu'on revient à la décision prise hier par le président Trump de ne pas lancer cette grande frappe, et qu'il finisse par le convaincre de la lancer, en lui faisant croire que d'une manière ou d'une autre, ça va marcher. Eh bien, vous êtes probablement en train de précipiter le monde dans une dépression mondiale. Et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la guerre avec l'Iran, sont liées de tant de façons différentes. L'énergie en est une. Et ce qui se passe dans l'une peut se produire dans l'autre. Et cela pourrait être tout simplement
catastrophique. Pourtant, en écoutant nos amiraux et généraux à la retraite, on ne devinerait jamais que nous courons un tel risque. La seule chose qu'on se dirait, c'est qu'il faut en faire davantage. Nous devons faire davantage d'efforts. Il faut réessayer. Même si ça n'a pas marché avant, il faut le refaire. Croyez-moi, j'avais des étoiles sur les épaules. C'est ce qu'ils veulent dire. Et on continue de les écouter. Alors je vous demande d'ouvrir un peu votre esprit là. Regardez leur bilan. Regardez l'article du Tradoc dont je viens de vous parler. Il remonte à 13 ans, et même plus loin encore, dans certains cas. Et les 20 années dont je parlais avant ça, retournez voir cet article. Vous voyez, il relate exactement ce dont je parlais pour les 20 années précédentes. Vous pouvez voir sur cette chaîne ce qui s'est passé au cours des 13 dernières années et surtout au cours des 3 dernières années depuis que nous sommes à l'antenne. Vous pouvez le voir. Nous avons été constants. Nous vous avons dit la vérité. Ces types vous trompent et nous entraînent potentiellement vers un désastre stratégique. Des choses qui affecteront chaque Américain et pendant une longue période. Il faut arrêter d'écouter ces gens avant qu'il ne soit trop tard. Et ça concerne d'abord, dès maintenant, le président Trump. Il doit se débarrasser de chacun de ces types, supprimer leur numéro de téléphone, les bloquer, faire tout ce qu'il faut, changer les codes de la porte d'entrée pour que aucun d'eux ne puisse entrer. Je ne sais pas, mais Fox News doit arrêter de les inviter à l'antenne. Ils doivent commencer à donner la parole à des gens qui disent la vérité pour que le peuple américain ne tombe pas des nues plus tard. Merci beaucoup tout le monde. Je vous en suis reconnaissant. Je sais que c'était assez émotionnel pour moi, parce que je mène ce combat, vous voyez, depuis 2011, 2010, 2013 et jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons continuer à nous battre, parce que vous méritez de connaître la vérité. Merci beaucoup et je vous retrouve demain dans le Daniel Davis Deep Dive. En fait, nous n'avons pas de sponsor, et il y a une raison à ça. Nous ne voulons pas vous assommer avec une tonne de publicité. Cliquez sur le bouton j'aime et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.